Bonjour, bonjour à tous, madame, messieurs. Deuxième jour, deuxième édition de la semaine également de la revue des grandes unes. La presse est disponible dans les kiosques ce matin avec la nouvelle expression qui parle des municipales et législatives. Pas de scrutin couplé en 2019, c'est le grand titre du journal. D'ailleurs, pour respecter l'annonce présidentielle relative à la tenue en 2019 justement des municipales et législatives et même des régionales, les élections législatives doivent impérativement avoir lieu entre le 8 et le 31 décembre 2018. Donc de cette projection, il s'en déduit donc clairement que l'organisation d'un double scrutin pour les élections législatives et municipales est donc impossible au vu de la Constitution, avec notamment les détails également que je vous invite à découvrir dans le dossier proposé par la nouvelle expression ce matin de la page 8 à la page 10. Le journal parle également du scandale de la CAN avec les marches du Social-Démocratique Front désormais interdites. Donc comme d'habitude, les autorités administratives ont invoqué les menaces de troubles graves à l'ordre public, mais le Social-Démocratique Front juge l'interdiction irrecevable. C'est en page 3 de ce numéro. On parle également du tribunal criminel spécial avec Amadou Vamoulouké torturé. Selon bien sûr le journal, il va comparaître ce jour à Yaoundé devant le tribunal criminel spécial de Yaoundé justement, et qui a donc établi un record en renvoyant son procès à 15 reprises consécutives, à lire en page 2 du journal. La nouvelle expression ce matin, le quotidien Le Messager dans les kiosques parle de manœuvre avec le rouleau compresseur qui se resserre contre Pierre Kouemo. L'Union des mouvements socialistes soutient d'ailleurs mordicus que les démêlés judiciaires du maire de Bafan sont des stratagèmes politiques pour faire obstruction donc à leurs champions lors des prochaines échéances électorales. En page 3 de ce journal qui parle aussi des compétitions africaines, interclubs, l'éternel cauchemar des ambassadeurs camerounais, comprendre donc l'élimination prématurée de Coton Sport de Garoua et New Star de Douala. C'est en page 12. Le même journal parle aussi de Nanga Iboko où un véhicule de Ferdinand Gongo tue donc un conducteur de mototaxi. L'auteur du forfait s'est donc réfugié à la brigade de gendarmerie pour échapper à la verdicte populaire. C'est en page 4 du journal Le Messager de ce matin. Le quotidien de l'économie, pour sa part, parle donc de réflexion sur la pression foncière au Cameroun. Le journal précise, nous apprend d'ailleurs ce matin qu'il n'y a que 15% du territoire national qui est donc immatriculé depuis 40 ans aujourd'hui. Toutes ces révélations sont contenues dans le dossier proposé par le quotidien de l'économie, avec des rencontres également pour permettre donc de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette situation. C'est à lire dans le journal Le quotidien de l'économie de ce matin. D'autres informations sont aussi contenues dans le même journal. Le journal Mutation, pour sa part, parle de désarmement, démobilisation et même réintégration avec le comité Fayengo. Va-t-il faillir? C'est une question. On observe tout cela dans le journal en page 7 et d'autres informations aussi. Donc on parle de la part de vérité de Kouemo dans la lettre au Camerounais qu'il a donc rédigée et envoyée. C'est à lire dans le journal Mutation de ce matin. Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse au Social-Démocratique Front. Comment peut-il rebondir ce parti politique? On observe simplement qu'il y a des stratégies pour reconquérir du territoire lors des prochaines échéances électorales, avec notamment des stratégies qui sont également contenues dans le numéro. L'objectif du Social-Démocratique Front, après la rencontre, ou tout au moins la contre-performance donc de la présidentielle de l'année dernière, c'est-à-dire 2018, on observe simplement qu'il y a bien entendu des actions qui sont menées pour améliorer cette contre-performance pour cette année 2019, avec les élections législatives et municipales et d'autres élections également. Donc, le dossier est contenu dans le journal Cameroun Tribune de ce matin de la page 8 à la page 9. On peut lire aussi d'autres informations. Le journal Essentiel, pour sa part, parle donc de prescription de Paul Biya au travail. Mesdames et messieurs, les ministres, c'est ce que dit Paul Biya. Et le journal précise qu'il a suivi, en tout cas, qu'il s'agit bien entendu de l'amélioration des conditions de vie des populations. Et chacun doit jouer sa partition pour que les populations se sentent donc concernées et à l'aise. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le numéro de l'Essentiel de ce matin. Le journal parle également de Laurent Gbagbo et de Blé Goudé, toujours en détention. Ils attendent donc la décision de la procureure générale qui veut également avoir des précisions et même des preuves que ces derniers pourraient donc revenir chaque fois qu'ils seront appelés à la barre. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal L'Essentiel de ce matin. Kamé Presse, qui est dans les kiosques, s'intéresse à nouveau à la campagne électorale 2018. Ces projets structurants dans l'oubli
plusieurs ont été engagés, en tout cas, longtemps avant et pendant même ce scrutin. Et même après aussi, on a également évoqué ces projets. Mais seulement, ces projets n'ont pas été achevés. Et c'est le dossier proposé par le journal ce matin et d'autres informations aussi. Voilà ce que la presse propose. Et même le Popoli qui est dans les kiosques qui parle également des régionales en ligne de mire, avec notamment des prescriptions, des informations contenues dans le journal pour dire que le chef de l'État a donné des prescriptions au Premier ministre. Donc, gagner donc la bataille politique, gagner la bataille politique à plusieurs reprises. Et s'il y a encore un peu d'énergie, gagner aussi la bataille économique. Voilà ce que la presse nous propose ce matin. Donald Brice Kamga, bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs. Merci de me confier comme tous les mardis sur ce plateau. Merci d'être là. Également en face de vous, Alice Nguetam, bonjour. Bonjour Flavien Valondongo, bonjour à Donald Brice Kamga, bonjour très nombreux téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox Télévision et surtout de la revue de Grande Une. Merci. Que je retrouve avec beaucoup de satisfaction. Très bien. Alors, donc avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets traités par la presse. Vous voyez bien qu'on parle de politique, on parle également de l'économie. Et aussi, mais seulement, le quotidien de l'économie de ce matin s'intéresse à quelque chose de guerre, ou alors qui touche plusieurs Camerounais. On parle donc de réflexion sur la pression foncière au Cameroun. Carrément, 15% d'espace aujourd'hui, selon le journal, donc immatriculé au Cameroun. Ça veut dire que le travail n'est pas véritablement fait. Oui, vous savez que le chef de l'État a constamment invité les jeunes à s'intéresser à la terre. L'une des conditions pour la relance de l'agriculture, justement, c'est de mobiliser la jeunesse qui constitue la tranche la plus importante en termes de nombre au sein de la population. Mobiliser les jeunes pour qu'ils s'intéressent au travail de la terre. Les conflits fonciers également dans nos grandes métropoles représentent quasiment des risques sociaux énormes parce que il ne se passe pas un mois sans que vous assistiez à des violences dans les centres urbains pour des litiges fonciers. On va en parler tout à l'heure avec l'affaire Komodo. L'espace urbain et même rural devient tellement étroit, parfois non aménagé, parfois non mis en valeur, ce qui fait que la pression est très importante. Oui, le journal qui parle donc de 15% d'espace immatriculé depuis 40 ans au Cameroun, ça fait quand même un véritable souci. Oui, bien écoutez, moi je pense... Même si aujourd'hui les experts sont réunis pour essayer de voir quelle est la stratégie à utiliser pour que le système d'immatriculation soit davantage élargi. Je pense que c'est l'État qui l'a voulu ainsi. Et je vais vous dire pourquoi. Vous savez que la terre est devenue, comme Donald Brice l'a dit, avoir rien que la floraison des litiges fonciers. Vous comprendrez pourquoi l'immatriculation n'est pas une chose aisée au Cameroun. Et je vous dirais que ça, c'est un point. Le second point, c'est qu'il y a des gens qui ont acquis des espaces de terre, mais qui ne peuvent pas l'immatriculer à leur nom. Du coup, lorsqu'ils sont enclins à la justice, il suffit que vous saisissiez vos biens, qu'on aille au domaine foncier là, qu'on tape votre nom et qu'on voit si vous détenez un titre foncier ou alors si vous avez immatriculé un terrain. Donc, le problème est fondamental. Le problème est autant fondamental que pour immatriculer un terrain, il faut déjà l'acheter. C'est-à-dire qu'il faut avoir les moyens pour l'acheter. Et depuis pratiquement près de 3 ans, l'État a sorti une nouvelle mercuriale. Je peux vous rassurer que avant APK 21, je prends un exemple, avant APK 21, le prix du mètre carré était pratiquement là à moins de 5 000 francs. Aujourd'hui, lorsque vous achetez le terrain au vendeur de terrain, c'est-à-dire au propriétaire du terrain, vous allez, pour obtenir le titre foncier, vous allez l'immatriculer d'abord, vous allez chez le notaire et vous payez la mercuriale. La mercuriale, c'est quoi? Au niveau de PK21, jusqu'à pratiquement Yabassi, c'est 10 000 francs CFA le mètre carré. Donc, calculez seulement 200 mètres carrés. Vous faites fois 10 000. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Et du coup, la plupart, vous allez rencontrer dans nos villes et un tout petit peu en banlieue de Douala, Yassa et autres, des gens ont des terrains, mais ils n'ont pas de titre foncier parce qu'ils n'ont pas l'argent pour immatriculer afin d'obtenir un titre foncier. Donc, voilà un problème fondamental. Je vais vous donner alors, ils utilisent les acheteurs pour pouvoir le faire aussi aisément. Pour ceux qui ont des moyens, de toute façon. Oui, pour ceux qui ont des moyens. Je vais vous dire une chose. Vous voyez des terrains Maïtu, dans les différentes zones Maïtu, que ce soit la zone Nylon, constamment, si vous allez à la Maïtu, vous allez remarquer que
il y a des gens qui vendent leur terrain. C'est-à-dire que vous avez des gens qui habitent là plus de 20 ans, mais qui n'ont pas pu obtenir un titre foncier parce qu'ils n'ont pas pu acheter et immatriculer le terrain en question. Donc, ceux qui ont de l'argent, lorsque vous venez, le monsieur vous vend d'abord le terrain et après, il vous laisse la latitude d'aller immatriculer afin d'obtenir un titre foncier. Donc, c'est un problème de pauvreté fondamentale. Ça c'est la base, c'est un problème de pauvreté. Les gens ont bien de l'argent, ils achètent le terrain aux acquéreurs, mais maintenant, lorsqu'il faut l'immatriculer afin d'obtenir un titre foncier, ils n'ont pas d'argent pour le faire. Alors, seuls 15% du territoire national est donc immatriculé depuis 40 ans, selon notamment le journal. Le dossier proposé par le quotidien de l'économie ce matin. On apprend d'ailleurs que les experts sont réunis pour essayer de voir quelle est la méthode utilisée pour permettre à ce que tout cela soit réglementé et avoir également l'immatriculation à tous les niveaux et en grande partie, c'est à lire dans je ne vous coupe pas. Je pense que la formule qu'il faudrait adopter, qui plaise à ce que tout le monde puisse avoir un titre foncier, c'est de baisser la mercuriale. Mais l'État n'est pas prêt de baisser la mercuriale. Parce qu'avant, la mercuriale était très basse. Aujourd'hui, l'État a opté avec la pression fiscale. C'est une sorte de pression fiscale. L'État a opté d'augmenter le prix de la mercuriale. Est-ce que vous savez qu'à Bonanjo, à l'époque, on achetait le prix du mètre carré, ne coûtait pas 20 000 francs le mètre carré. Mais aujourd'hui, allez savoir combien ça coûte. C'est-à-dire officiellement, et c'est pour ça qu'il y a des terrains que l'État vend de gré à gré. C'est-à-dire que les domaines privés de l'État, que l'État vous vend à Flavien Alodogo, vous achetez directement à l'État. Il y a des terrains qui sont loués. Vous voyez tout l'espace, tout au long de l'axe lourd, à plus de 20 mètres. Tous ces terrains n'appartiennent à personne. Ce sont les terrains d'État que les gens louent, souvent avec des bails amphithéotiques de 100 ans. Vous irez à Bonanjo, je peux citer des immeubles ici, à Bonanjo, qui sont les propriétés privées de l'État que des gens ont loué. Même les espaces verts ont été bazardés finalement. Exactement. On n'en a plus. Autre chose, je pense la loi foncière également, qui date de plus de 20 ans, je crois, doit également être revue. C'est une question centrale. Et Aristide citait tout à l'heure les zones comme Yabassi dans le Roncam, où des grandes entreprises, des multinationales sont installées, ont bradé des terres, parfois achètent en deçà des montants réglementaires, au détriment des jeunes locaux qui ont besoin pourtant d'espace pour s'installer. Donc l'État fragilise les faibles qui sont déjà faibles plus que pauvres et n'ayant pas de moyens pour accéder aux terres, pour faire soit pour s'installer, pour se lotir, soit pour des activités agricoles. Donc il est important de démocratiser l'accès en revoyant justement la mercuriale qui aujourd'hui est faite pour les riches. Et qui ouvre la porte à la corruption en même temps. Absolument. Donc on observe aussi. Alors dans tout cela, continue dans le journal, le quotidien de l'économie de ce matin, c'est tout un dossier que je vous invite à lire. Et le quotidien Le Messager parle de manœuvre avec le rouleau compresseur qui se resserre contre Pierre Kouemo. On voit bien que l'Union des mouvements socialistes soutient mordicus que c'est une machination de toute façon. Ben écoutez... Pour mettre hors jeu leur champion et que nous sommes à la veille des échéances électorales. À lire le dossier, à avoir suffisamment lu la presse et m'être renseigné sur ce dossier, c'est une affaire judiciaire, comme il en existe plein d'autres. Vous savez, c'est une affaire qui est simple, qui est totalement simple. C'est-à-dire, le liquidateur judiciaire qui est Pierre Kouemo, depuis pratiquement 82. C'est une affaire qui date depuis plus de 1992. Donc, du coup, en tant que liquidateur judiciaire, il avait des biens de l'entreprise qui étaient mis en liquidation. Et c'est normal qu'il vende ses biens afin de remettre dans les caisses de l'État. Donc, il se trouvait qu'il y avait deux terrains qui étaient logés à Yaoundé, qui étaient auparavant occupés par la famille Andjé Tsoungé. Parce que c'est ça le truc, qui était occupé par la succession du feu Andjé Tsoungé. Et il y avait l'un des fils Andjé, notamment Jean-Charles Andjé Tsoungé, qui jouissait de ce terrain-là, c'est-à-dire qu'il avait ses bureaux là-bas et un certain nombre de commodités. Donc il se trouve que le liquidateur judiciaire Pierre Kouemo a obtenu une décision de justice devant déloger tous ceux qui occupaient ce terrain. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas que la famille Andjé. Il y a d'autres qui sont partis, mais Jean-Charles Andjé a décidé de rester, malgré la décision de justice obtenue par Pierre Kouemo. Donc, Pierre Kouemo a utilisé la méthode forte en saisissant un huissier qui est venu déloger de force Jean-Charles Andjé, qui ne voulait pas partir, et il s'en est suivi. Vous savez, c'est des effets collatéraux qui arrivent tout le temps. Il s'en est suivi une rise et des objets se sont perdus, il y a des trucs qui ont été cassés. Aujourd'hui,
depuis lors, Jean Chalandé a porté plainte. Non seulement à la liquidation du judiciaire, mais aussi aux acquéreurs du terrain. Parce qu'il s'est trouvé que 2 hommes d'affaires qui ont acquis ces terrains-là, notamment Kifero, pour ne pas le citer, et un certain Contou, ont acquis ce lopin de terre, l'ont occupé, et c'est une, comme je disais, c'est une vieille affaire. Alors, qui a abouti aujourd'hui avec... Il y a 9 ans, Jean-Charles Andé a porté plainte à la liquidation. Les différents parties ont été entendus. Ils ont tenté un arrangement à l'amiable qui n'a pas eu de suite. Il y a en juillet 2018, et dernièrement, l'année dernière, le monsieur a encore porté une autre plainte au niveau de la police judiciaire. Les différents parties ont été entendus. Il y a eu des propositions qui n'ont pas abouti. Et dernièrement, en décembre, la plainte a ressurgi. Les différents parties ont été interpellés. Il y a un, notamment, qui a senti le reçu, qui est parti. Et les 2 qui se sont retrouvés devant le juge d'instruction, c'était Pierre Kwemo et notamment un certain Contou. Le procureur leur a demandé de payer une caution de 100 millions de francs pour comparaître libre, ce que Pierre Kwemo a refusé de payer. Et en sourdine, ce qu'on ne vous dit pas dans cette affaire, c'est que l'autre a payé. C'est que l'autre a payé. C'est que l'autre a payé. Et c'est pour ça qu'il a... Donc, Pierre Kwemo a refusé de payer la caution. Et c'est courant. Moi, je ne sais pas pourquoi ça surprend les gens. C'est courant dans les juridictions. C'est-à-dire que lorsque vous êtes en face d'un magistrat, il peut juger. C'est-à-dire que malgré vos garanties, vous pouvez être maire, comme Pierre Kwemo, vous pouvez avoir une équipe, vous pouvez avoir une résidence. Il peut juger selon lequel il peut vous prendre un exemple en disant qui a des entreprises dans tout le Cameroun est parti. Pourquoi vous ne devez pas partir? Donc, il vous fixe une caution à 100 millions de francs. Le président de l'UMS, par ailleurs maire de la commune de Bafang, a refusé de payer la caution et on a signé son mandat de dépôt. C'est une affaire judiciaire. Moi, je ne vois pas là où on déloge le politique, où on cite dans la presse que peut-être les potentiels concurrents du maire Kwemo dans le Oncam manœuvraient pour cette affaire. C'est une affaire judiciaire comme toutes les autres. C'est ce que la presse... tente de révéler ce matin, que les populations sont d'ailleurs derrière, continuent de soutenir leur champion. Leur champion ici, c'est le maire Kwemo, qui est incarcéré, en tout cas en ce moment, qui est en détention préventive à la prison de Kondenga Yaoundé. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre davantage? Le traitement que la presse réserve à ce sujet, est-ce que ça permet à tout le monde de comprendre de quoi il est question? Alors, le déroulé que Aristide vient de faire sur les péripéties de cette affaire, qui est une affaire judiciaire, c'est le tournant actuel. Je pense qu'en matière pénale, le principe, c'est la liberté. Lorsque M. Ndongo est incriminé dans une affaire, si la justice est sûre qu'il ne va pas fuguer, si on connaît sa résidence, si on connaît son adresse, si on connaît là où il reste, là où il travaille, le principe, c'est qu'on vous laisse libre et que vous puissiez comparaître de façon libre. Alors, le maire de Bafang, qui a par ailleurs le vent en poupe dans le département du Oncam, a été interpellé il y a quelques semaines et j'étais en prison à Yaoundé. Il a eu un malaise. Ensuite, je crois qu'il est actuellement interné à l'hôpital général. Alors, est-ce que on peut dire avec sérénité que l'affaire est purement judiciaire? Vous savez, si on va sur le principe de ce que une autorité comme celle-là, puisque c'est quand même un maire, une autorité comme celle-là a quand même une certaine image à défendre et que il ne faut pas ne pas voir le contexte, on ne peut pas faire fi du contexte. L'affaire date d'une dizaine d'années, nous sommes en 2019, on lance l'affaire, on l'interpelle, nous sommes à quelques mois de séances importantes. On ne peut pas ne pas éviter de voir tous ces éléments. Vous savez également que le maire de Bafang a longtemps été courtisé par le RDPC qui voulait à tout prix que cette bête politique entre dans son escarcelle, dans ce département. Il a la côte dans ce département, il marche carrément dans le département sur le département du Oncam qu'il contrôle. Il contrôle la mairie de Bafang, pas le département. Au Lama. Non, il y a des échéances importantes qui arrivent. Est-ce que le RDPC, est-ce que les ponts du régime ont vu qu'avec ces échéances importantes qui arrivent, ils pourraient représenter un adversaire de taille pour eux? C'est une question qui mérite d'être posée. En tout cas, c'est ce que le journal tente de proposer ce matin. En indiquant
en indiquant que dans le principe judiciaire, la liberté, la détention, c'est l'exception. Exact. Et la liberté, le principe. Exact. Je voudrais sortir en disant à Donald Brice, vous savez, quand vous êtes de loin, il y a 7 mairies d'arrondissement dans le Onkam. Et le maire Kwemo, l'UMS occupe une seule mairie sur les 7. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il marche sur le département. Et il y a le RDPC a 3 députés sur 3 dans le Onkam. Donc vous ne pouvez pas dire qu'il marche sur le département. Sur la mairie de Bafang ou alors sur l'arrondissement de Bafang, oui, mais pas sur le département du Onkam. Ça, c'est la précision. Et je voudrais vous dire, les affaires judiciaires comme ça existent tous les jours. Nous ne sommes pas souvent au courant quand les coulisses se font, mais c'est quand ça dégénère que la presse se saisit de ce type d'affaires. C'est une affaire, je dirais, courante. Okay. Et si vous allez sur des garanties que les gens déposent au niveau du tribunal, si vous allez au tribunal de grande instance du Vouri, si vous allez dans tous les tribunaux, vous verrez que les gens déposent des cautions tous les jours pour comparaître libre. Et c'est courant dans la justice. Alors, on peut lire... je voulais juste dire que si on choisit de banaliser... non, ce n'est pas banaliser. La personnalité qui est non, je ne banalise pas. Je dis, chaque jour, il y a des Camerounais qui sont non, loin de là. Loin de là. Vous permettez... J'ai dit loin de là. Loin de banaliser. Je ne suis pas content de voir le maire Kwemo en prison. Il est plus utile dehors. Mais je dis, c'est une affaire privée entre deux parties qui ne se sont pas entendues et qui a clashé. C'est tout. Alors, le traitement que la presse réserve au sujet permet également à tout un chacun qui ira au kiosque ce jour d'être parfum de l'actualité. Alors, c'est en page 3 du quotidien Le Messager. La nouvelle expression parle de municipales et législatives. On a évoqué avec le cas Kwemo. Pas de scrutin couplé en 2019. C'est ce que dit le journal. Il faut respecter l'annonce présidentielle relative justement à l'organisation, à la tenue de ces scrutins. Lors du dernier conseil de ministres, qui sont rares sur le ciel camerounais, j'allais dire rarissime, le chef de l'État a instruit la préparation des élections municipales, législatives et régionales. C'est rare également que le pouvoir évoque les élections régionales qui sont pourtant prévues depuis la loi fondamentale de janvier 1996. C'est la toute première fois que la préparation tout au moins de ce scrutin-là a été évoquée par le gouvernement. Les informations qui nous parviennent indiquent que le pouvoir a l'intention, puisque la loi lui permet, de faire organiser d'abord les élections régionales, de mettre en place d'abord les conseils régionaux. À l'état actuel, le RDPC a une majorité obèse, dit-on souvent, dans les conseils municipaux. Vous savez que ce sont les conseillers municipaux qui élisent les membres des conseils régionaux. Et en l'état actuel, si les régionales interviennent avant les municipales et législatives, il est presque certain que le RDPC va rafler la mise. Donc nous sommes une fois de plus partis là dans le jeu politique et avec ces lois qui sont évidemment en faveur du RDPC. Très bien. Alors, donc on voit bien à travers notamment le traitement qui est fait, qui est réservé à ce sujet, qu'il y a quelques préalables qu'on devrait au moins relever. Oui, mais les préalables sur le titre de la nouvelle expression, pas de scrutin couplé en 2019. C'est une analyse que l'expert en décentralisation Barthélémy Comtuente fait au cours d'une interview à lui accordée par la nouvelle expression. Mais je voudrais apporter un bémol sur cette analyse. Ce que l'expert n'a pas prévu, c'est-à-dire que l'expert a essayé de faire une pas biaisée, c'est-à-dire qu'en faisant des suppositions. Mais moi, je prends une autre supposition. Si le président Biya, comme il a dit, il a annoncé les élections régionales pour 2019. Bah, il n'a pas évoqué de date non plus. Non, il a annoncé. Il a dit, il a instruit le gouvernement de préparer les 3 scrutins. De préparer. Et Donald Brice a tout dit. C'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé peut, pour conforter la majorité certaine au sein du conseil régional et peut-être attribuer quelques conseillers régionaux à d'autres partis comme il le veut, peut organiser, peut prendre sur lui, même dans 2 mois. Vous savez, c'est une élection qui est facilement organisable. Même dans 2 mois, organiser cette élection. Parce que c'est une élection au-delà de la région qui se fait dans les départements. C'est-à-dire que les différents conseillers municipaux sont... Le collège électoral, dans tous les cas, est composé des conseillers municipaux et du commandement traditionnel. C'est-à-dire que les chefs de premier et de deuxième et de troisième degré font partie du collège électoral. Et vous savez que le président Biya a donné
une sorte de blaïsen, une sorte d'attitude au chef traditionnel, avec des salaires depuis 2015, depuis 2015 qui sont entre guillemets acquis pour lui. Donc si on part de ce postulat, on comprendrait que si le pouvoir de Yaoundé organise l'élection des conseils régionaux d'ici à quelques mois, c'est parti pour une majorité obèse pour le RDPC. Mais maintenant, sur la non-organisation, sur la non-possibilité d'organiser le double scrutin, non, je pense que c'est possible. C'est possible. Vous savez que les conseillers municipaux et tous les magistrats municipaux ont reçu une prorogation d'1 an. Et la prorogation d'1 an prend fin d'ici, je pense, en juillet. Et le président de la République est dans la limite possible d'organiser ou alors de convoquer le corps électoral pour l'organisation de double scrutin. Vous savez qu'on a fait le dernier double scrutin, c'était en 2013 et ça s'est bien passé. Donc c'est possible de le faire en 2019 tout en organisant avant les régionales. Très bien. Il y a une possibilité, en tout cas des possibilités qui sont faites ici par l'ESPER, qui fait savoir que l'ESPER a fait du politiquement correct. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, l'ESPER fait en tant... Et moi j'apprécie sa posture. L'ESPER a fait du politiquement correct, mais le politique, forcément, n'est pas tenu de faire des calculs. Alors, donc, c'est dans le dossier de la page 8 en page 10 donc, du journal La Nouvelle Expression. Et là, on va passer à autre chose. Toujours dans le même journal, on parle donc du scandale de la CAN 2019. Les marches du Social Democratic Front interdites à Douala. Donc, l'autorité administrative estime que tout cela peut constituer un peu une menace à l'ordre public. Oui, on est dans le logiciel de fonctionnement courant et qui est connu, j'allais dire reconnu aux autorités administratives. J'ai lu les motifs invoqués par l'huissier de justice qui a notifié la décision au président régional du Social Democratic Front pour le littoral. Il parle de menaces à l'ordre public, c'est courant. Il parle des fauteurs de troubles qui pourraient éventuellement infiltrer les manifestants du SDF pendant cette manifestation. Écoutez, le SDF compte manifester pour exiger des comptes au gouvernement qui a fait subir au peuple camerounais, d'après la communication du député Jean-Michel Ntieu, une grosse humiliation avec le retrait de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 au Cameroun. C'est le principe de la démocratie, l'indignation de manifestations publiques. C'est l'essence de la démocratie, les manifestations publiques. Lorsqu'on en vient à interdire de façon systématique, sous le motif récurrent et parfois creux de menaces, de troubles à l'ordre public, on a le sentiment, je ne sais pas si ce sont les partis politiques de l'opposition qui ont l'exclusivité de la menace de troubles à l'ordre public, puisqu'on voit bien qu'en face, le RDPC organise ses manifestations, ses meetings de remerciement, sans problème. Alors, donc, le Social Democratic Front, il y a le secrétaire général, Jean Tchoumelou, qui exige en tout cas la tête des coupables. Oui, mais vous savez que c'est notamment le scandale du siècle. Le scandale du siècle en termes de milliards. Vous savez qu'on a beau détourner des milliers et des millions de francs et des milliards de francs CFA au Cameroun, mais le Cameroun n'a pas connu autant d'humiliations empreintes de soupçons de détournement de centaines de milliards au Cameroun. C'est notamment lamentable que le peuple advienne à demander des comptes. Dans un pays normal, on aurait assisté à tout au moins à une enquête parlementaire, c'est-à-dire que des députés qui auditionnent des gens, comme ça se fait ailleurs, pour comprendre et pour expliquer aux Camerounais ce qui s'est réellement passé. Aujourd'hui, dans la presse, on assistait à une sorte de ping-pong entre deux camps, notamment le camp de la task force, coordonné par le secrétaire général de la présidente de la République, Ferdinand Ngongor, et celui du financier, c'est-à-dire que celui qui était censé débourser la bourse et dont on accuse d'avoir retenu la tirelire de l'État, lui, Paul Motazé. Les deux parties se rejettent des responsabilités sur l'humiliation que nous avons pu observer et nous interdisant l'organisation de la CAN 2019. Je pense que la marche, c'est une sorte d'expression de courroux des Camerounais. La marche, c'est une sorte de communication, de communion avec le peuple pour dire non, nous avons été touchés dans notre profond
il faudrait que si un soir ce peuple a encore de la considération pour vous, de rendre compte à ce peuple, de dire exactement ce qui s'est passé. Je pense que c'est une sorte d'expression qu'on devrait encourager. Marcher ne nuit à personne. Il faudrait seulement que les autorités devraient prendre des dispositions pour encadrer la marche, comme ça se fait ailleurs, pour limiter, afin de limiter des éventuels débordements. Je pense qu'il faut qu'on arrive à ce type de situation, mais plus précisément, si on veut être plus sérieux, le gouvernement devrait pencher à l'ouverture d'une enquête. Mais je peux vous dire qu'en coulisses, le président de la République a instruit une enquête, même si ce n'est pas révélé aux yeux du monde, au niveau de la présidente de la République. Il y a des gens qui sont auditionnés au palais, ça je peux vous le rassurer. Peut-être qu'il a son temps à lui, mais les choses ne tarderont pas à... Et on a plutôt vu des bonus attribués à certaines personnes, je veux dire. Bon, je ne sais pas si c'était... Encore que là... Non, c'est nous qui estimons que c'est un gros scandale. C'est le gouvernement, le régime qui apprécie la profondeur des scandales. Vous savez, vous parlez des enquêtes parlementaires. Dans l'histoire parlementaire du Cameroun, je crois qu'il y a eu 1 ou 2 commissions d'enquête parlementaires. Si mes souvenirs sont exacts, on n'a jamais vu d'impact. Vous connaissez qu'il y avait une commission d'enquête qui avait été créée après la catastrophe ferroviaire des ECA. Jusqu'à aujourd'hui, les résultats sont restés de travers. On a avalé les résultats à travers la gorge. Il y a des procès en cours. Les indemnisations traînent et tout ça. Les commissions d'enquête parlementaire ne sont pas le propre du Cameroun. Et donc, le SDF qui a demandé par ailleurs une commission d'enquête parlementaire est presque certain, vu qu'elle n'a pas de majorité au sein du Parlement. Et je pense qu'il ne faudrait pas prendre le silence du président de la République comme une faiblesse. Vous savez qu'il a eu l'habitude de faire semblant de se taire, de faire semblant de se taire, mais par la suite, on a eu des déclenchements de poursuites judiciaires. Et c'est souvent le peuple qui, à contrario, commençait à dire non, pourquoi arrêter des gens alors qu'ils n'ont pas de l'argent à nous donner. Et c'est même peuple, en ce moment, veut qu'on arrête les gens de toute façon. Veut des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que ça change? Pour que le Cameroun n'organise pas la CAN? Ils sont nombreux, ils sont en prison, mais les fonds ne sont pas recouvrés. Et voilà. Alors, donc c'est un mini-dossier proposé par le journal La Nouvelle Expression. Les réactions sont également contenues dans ce dossier. Alors, autre chose, et aussi, puisqu'on parle du Social Democratic Front Cameroun, Tribune Titre donc parle donc de ce même parti, se pose une question, comment peut-il rebondir après la déculottée de la présidentielle dernière, 2018, quelles sont les stratégies? Et le parti est donc en train de structurer un peu ce qui n'a pas marché, de restructurer ce qui n'a pas marché. Oui, c'est un défi herculien pour le Social Democratic Front qui a connu une déculottée, le mot est choisi, est bien choisi, pendant la présidentielle. Et à cause des raisons que l'on connaît, l'incapacité de cette formation politique historique à se réinventer, à renouveler son appareil politique, à renouveler le personnel politique, à le rajeunir et à s'adapter à son temps. Vous savez, il y a une nouvelle, le monde change tellement vite et il faut que les appareils politiques s'y adaptent également. Aujourd'hui, il est par exemple impossible au Cameroun, notamment avec l'essor que connaissent les réseaux sociaux, la toile en général, il est difficile d'être homme politique et de ne pas être acteur de cet espace numérique. Ce sont des éléments que l'SDF n'a pas pris à bras le corps. Autre chose, l'SDF a pensé qu'on était encore en 92 ou 2000. Or, il y a de nouveaux acteurs qui sont arrivés, de nouveaux acteurs porteurs d'espoir pour les jeunes qui ont tenu un nouveau discours, qui manifestaient une certaine vitalité. Et ce discours-là a porté, en tout cas, on avait le sentiment que la masse populaire avait soif d'écouter quelque chose d'autre que ce qu'on avait l'habitude d'écouter. Et les nouveaux acteurs qui sont arrivés, je pense à Cabral Libi, je pense à Maurice Kamto, je pense à Keremouna, qui sont arrivés avec de nouvelles idées, de nouveaux discours, c'est Espoir Matomba. Ce sont des discours qui ont séduit la classe politique, notamment jeune, et en défaveur du Social Democratic Front, qui s'est contenté de dire que nous étions la première force de l'opposition sans faire un travail de fond. C'est le défi du Social Democratic Front aujourd'hui qui doit renaître de ses centres.
Alors, le parti est sur le terrain pour le réarmement moral. Nous attendons de voir, d'apprécier les résultats. Alors, la contre-performance de la présidentielle a entaché véritablement le fonctionnement de ce parti. Il faut se remettre, il faut repartir avec notamment les rendez-vous politiques à venir. Mais écoutez, il faut faire le SDF, et je le sais très conscient, ils sont en train de faire un examen de conscience profond pour se remettre totalement à pied, à flot. Et je peux vous dire que j'ai souvent envie de rire, sourire lorsque j'entends les analyses des uns et des autres. Pour dire quoi? Pour se dire que, grosso modo, les Camerounais sont amoureux de tout ce qui est nouveau. Sont amoureux de tout ce qui est nouveau. À l'époque où le SDF est arrivé, les nouveaux partis sont arrivés et les gens sont tombés là-dedans. Je peux vous dire que je vous donne rendez-vous dans 2 ans ou alors dans 1 an. Vous verrez ce que ces partis que vous dites avoir le vent en poupe deviendront. Donc je ne leur souhaite pas, le malheur, mais je dis que non, la débandade du SDF, vous savez, tous les partis forts ont des frustrés à l'intérieur. Parce que lorsque le parti est fort, il y a des caciques, il y a des hommes forts qui veulent piétiner les autres. Et ceux qui sont piétinés, lorsqu'il y a quelque chose de nouveau, migrent directement vers des partis. Alors nous sortons de l'émission, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Et là, nous donnons rendez-vous aux téléspectateurs demain. Demain, il sera 9h15. Donc pour l'instant, il suffit juste de faire un tour en kiosque et être parfum de l'actualité à travers les tabloïds. Merci, bonne journée à vous.